Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Qu'ils soient en vacances ou au travail, il est une question qui préoccupe et qui concerne chaque jour pratiquement tous les Français, sauf les végétariens, je veux dire le prix du beefsteak. Vous savez que le gouvernement a conclu hier un engagement national diversement accueilli avec les bouchers. Cette convention prévoit certaines hausses qui ne se répercuteront pas automatiquement sur les prix de détail. C'est une affaire assez compliquée qu'il nous faut expliquer, François-Henri de Virieu. Mais d'abord, pour bien comprendre le problème, je crois qu'il faut savoir que la moitié du bœuf est en vente libre et que l'autre moitié est soumise au contrôle des prix. Alors en vente libre, tout l'avant de la bête, le plat de côte, le collier, les morceaux dits à braiser. En vente contrôlée, les morceaux nobles, ceux des quartiers arrière, ceux que les ménagères recherchent parce qu'ils restent tendres, même si on les cuit rapidement, même si on les cuit par grillade. Et les prix de ces morceaux monteraient évidemment exagérément si le ministère des Finances n'y mettait pas un peu bon ordre. Alors parmi ces morceaux, le rumsteak, le beefsteak et depuis hier, un nouveau morceau, l'entrecôte. Le prix moyen d'achat, dont M. Giscard d'Estaing vient d'autoriser le relèvement, de 8,25 à 9,75 francs le kilo, ce qui représente une hausse de 18%, est la base forfaitaire sur laquelle les bouchers calculent leurs approvisionnements et à partir de là calculent leur marge et calculent par conséquent leur prix de vente pour les morceaux contrôlés. Oui, mais alors ce qu'on peut se demander, c'est pour quelle raison M. Giscard d'Estaing, qui a quelques difficultés avec l'indice des prix, a autorisé une hausse aussi forte? Eh bien, je dirais d'abord pour des raisons politiques, parce qu'en cette période de grogne des commerçants et artisans, il aurait été dangereux de mécontenter les bouchers, qui sont, la chose est bien connue, beaucoup mieux organisés que les consommateurs. Mais aussi pour des raisons techniques. Le prix moyen d'achat qui a été relevé hier est un prix d'achat moyen qui est en vigueur depuis 16 mois déjà. Or, depuis 16 mois, eh bien, les cours du bétail sur pied, eux, ont augmenté de 25 à 30%. La décision prise hier est donc en quelque sorte une régularisation tardive d'une situation de fait. Ça veut dire que les prix de détail ne vont pas augmenter de 18% pour leur part? Non, probablement pas. Et en tout cas, pas dans la région parisienne, dont les bouchers avaient décidé il y a une quinzaine de jours déjà de reprendre leur liberté et de fixer les prix de tous les morceaux à leur guise. Ils vont d'ailleurs continuer à le faire puisqu'ils ont refusé de signer l'accord conclu hier, je pense, oui, pour mais certains d'entre eux. Ils le feront probablement pas pour très longtemps. Le gouvernement va préparer probablement dès cette semaine un projet de taxation qui s'appliquera à l'ensemble des récalcitrants, c'est-à-dire à la fois aux bouchers des 4 départements de la région parisienne et à ceux qui éventuellement, dans les autres départements, ne signeraient pas les conventions d'application de l'accord cadre passé hier. Et cette taxation qui est envisagée ne toucherait pas la moitié des morceaux de bœuf comme la convention actuelle, mais la totalité de l'animal comme la totalité du veau, la totalité du mouton qui pour l'instant est en vente libre. Vous avez parlé de hausse de prix à la production, pourtant je pense qu'on peut dire que la France produit plus de bœuf qu'elle n'en consomme. Et ça c'est un Vous fait avez raison. connu. En 1971, l'excédent a été d'environ 200 000 tonnes. C'est-à-dire que quand la France produit 7 kilos de viande de bœuf, en fait elle n'en consomme que 6. Mais les Allemands et les Italiens mangent, eux, plus de viande de bœuf qu'ils n'en produisent. Et comme cette année, ils éprouvent quelques difficultés à en trouver chez leurs fournisseurs traditionnels d'Amérique du Sud, eh bien, ils ont tendance à surpayer la viande française, ce qui évidemment aboutit à faire monter les prix chez nous. Alors puisqu'il y a une sorte de pénurie mondiale du bœuf et de bœuf, on peut se demander pourquoi les éleveurs français ne développent pas davantage leur production. Mais ils le souhaitent, vous savez. Ils le souhaitent et ils ont d'ailleurs raison de le souhaiter parce qu'ils le peuvent. Mais il n'est pas question de développer l'élevage français dans n'importe quelles conditions. Ce qu'il faut, c'est créer des unités suffisamment importantes pour arriver à abaisser les prix de revient. Car contrairement à ce qu'on pourrait croire, à la lumière de toutes ces hausses actuelles, les Français n'ont pas tendance à augmenter leur consommation de viande de bœuf. Il y a longtemps qu'ils ont renoncé à suivre le bœuf. La consommation est la même aujourd'hui qu'il y a 10 ans, c'est-à-dire qu'elle est à peu près de 30 kilos par habitant. Les consommations qui augmentent sont surtout celles des viandes industrielles, c'est-à-dire le poulet et le porc, qui elles sont des viandes nettement moins chères. Merci pour ces explications, François-Henri de Virieu. Satisfaction partielle pour les bouchers, satisfaction pour les commerçants et les artisans. L'Assemblée nationale en a terminé avec 3 projets en leur faveur. Elle a adopté hier soir le projet qui crée une aide spéciale pour les commerçants âgés, victimes de la concurrence des grands magasins. Dès le 1er janvier prochain, ils recevront une indemnité de départ, à condition d'être âgés de plus de 60 ans, d'avoir cessé, comme vous le voyez, leur activité, de disposer d'un revenu inférieur à 7 700 francs pour un célibataire et 11 500 francs pour un ménage. Ce pécule sera financé par 2 taxes sur les grandes surfaces de plus de 400 mètres carrés et sur les commerces qui font un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 francs. Les socialistes ont voté avec la majorité hier le projet contre le travail clandestin. Les communistes, eux, se sont abstenus. Le travail noir, c'est un problème important dont nous avons déjà parlé ici à Télémidi.
pensez qu'il représente quelque chose comme 7 milliards de chiffre d'affaires par an. Je vous propose de revoir l'enquête qu'avait réalisée à ce moment-là Claude Guénière et qui explique bien toute la dimension du problème. Je dois refaire ma cuisine, s'il vous plaît. Oui. Et j'ai vu un papier qui me plaît assez dans le magasin, là. C'est Oui. un papier bleu. Oui, très À joli carreaux. d'ailleurs. Oui, il m'en faudrait 7 rouleaux. Vous ne connaissez pas quelqu'un qui pourrait me faire ça en hors d'heure, quoi, qui ne demanderait pas trop cher. En dehors de vos heures de travail, vous travaillez au noir. Oui. C'est-à-dire quel genre de travail? Toutes sortes de réparations, travaux d'entretien de la maison, cimentage déco, pose des faïences dans les salles de bain, cuisine, carrelage. Et est-ce que vous savez faire ce travail-là? Ah oui, je suis du métier. Alors pourquoi n'exercez-vous pas ce métier? Alors comme ici je suis ouvrier, j'ai un travail stable, j'y reste en attendant que le temps que ça marche. Et pourquoi travaillez-vous au noir? Est-ce que c'est nécessaire? Je travaille au noir, c'est une histoire pour survenir aux besoins qui me manquent. Parce qu'avec le salaire des ouvrières, ça fait 60 000 francs par mois. Une journée de travail au houillère, c'est combien d'heures? Ça fait 8 ans un quart de travail. Non seulement avec la route et tout, il faut compter 10 heures parties de chez soi. Ensuite, Oui. vous vous mettez à travailler au noir. Oui. Pendant combien de temps? Par la journée? 4 heures, 4 heures, 5 heures. Et est-ce que vous êtes nombreux au houillère à faire du travail au noir? Oui, ça oui, faut compter, il y en a bien 80%. Et est-ce que vous avez une organisation? Oui, parce qu'il faut se dire une chose, on se connaît. On se connaît, alors tous ceux qui travaillent, on le sait. On s'aide entre nous, enfin, on s'organise. Et s'il arrivait par exemple un accident ou quelque chose dans ce genre, vous êtes en train de travailler au noir chez quelqu'un, vous tombez d'une échelle et vous avez un accident. Il y a les ouvrières qui couvrent, parce qu'automatiquement on touche maladie. On leur dit qu'on est blessé qu'on a été blessé chez soi. Et est-ce que vous estimez que le travail noir est quelque chose de normal? Franchement, vous dire, non, ce n'est pas normal, parce qu'on devrait avoir un salaire suffisant pour ne pas faire le travail là. Parce que c'est dur, je vous le dis, c'est dur, il faut le faire. Ainsi cet homme est plombier de formation, un artisan donc, mais il préfère la mine parce que son salaire y est sûr et régulier. Les travaux effectués au noir par ces professionnels dépassent le cadre du simple dépannage. Ce pavillon, par exemple, est entièrement réalisé par des travailleurs clandestins. Personne sur le chantier en semaine, on n'y travaille que le samedi et le dimanche. Certains louent leurs services à des artisans eux-mêmes, ainsi ce mécanicien, lui aussi gagne peu et a de lourdes charges. Moi je suis à divorcer, j'ai 2 gosses, j'ai obligé de payer une pension alimentaire. J'ai un loyer très élevé. J'ai 5 gosses avec mon 2e mariage. Et si je viens de avoir un accident de voiture qui me coûte 350 000 francs anciens, alors il faut que je travaille après mes heures en faisant du marché noir, enfin comme vous appelez, pour moi y arriver à mettre les 2 bouts. Il travaille à l'usine le 3-8, 6h, 14h, 14h, 22h ou 22h, 6h. Ses horaires lui laissent soit une matinée, soit une après-midi de libre qu'il utilise pour travailler chez un garagiste. Nous travaillons, on peut ainsi dire, sur un cycle de 28 jours. 21 jours sans arrêt, nous sommes 7 jours de repos. On ne peut pas rester là, soit dans ses pantoufles, comme on appelle par ici. Alors il faut travailler. Ainsi, à la nécessité de trouver un appoint de salaire s'ajoute pour beaucoup le désir d'occuper leur loisir. Le patron du garage paie à l'ouvrier 5 francs de l'heure, il facture, ou plutôt ne facture pas, au client 15 francs. Sur ces sommes, il ne paiera aucun impôt, aucune charge. Les travailleurs au noir trouvent cela normal, comme ce métallo, contremaître, qui répare le soir des télévisions pour un fournisseur. La personne qui vous emploie, le patron qui vous emploie en dehors de vos heures de service, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il en profite un petit peu parce que lui, il ne vous paye pas le prix normal? Je ne crois pas. Premièrement, ils sont déjà accablés aussi d'impôts, tout ça, et c'est sûrement ça qui les empêche d'embaucher les gars, disons, en permanence. Et ça, c'est un fléau presque national. Que les gens qui ne peuvent pas, absolument pas, employer des gens en permanence, ça leur coûte trop cher. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression de prendre le travail, justement, des artisans? Absolument pas, vu que je travaille pour un artisan. Oui, mais il y en a peut-être d'autres qui n'y arrivent pas non plus parce qu'il y a des gens qui travaillent en dehors de leurs heures de service et qui leur prennent leur travail. Et ça, le regarde, s'ils sont artisans eux-mêmes. Il faut se battre, quoi. Bien sûr. La vie, monsieur, qu'est-ce que vous voulez, c'est une vie perpétuelle. Les artisans tempêtent, dans certaines régions, le travail noir est à ce point organisé qu'eux-mêmes ne trouvent plus à louer leurs services ou leurs talents. Beaucoup sont obligés de fermer boutique. Ce qui touche surtout le travailleur noir, ce sont les professions silencieuses, si vous voulez, comme le peintre, le coiffeur, la couturière,
et des travailleurs noirs qui ne sont pas visibles et qui travaillent sans bruit. Ce qui fait que les véritables professionnels ne trouvent pas de travail. Dans certaines professions, il faut bien dire que le professionnel n'a plus assez de travail. Pour le client, l'artisan aujourd'hui est trop cher. Quand il se déplace, souvent il refuse. Il dit, pour poser une vitre, si je fais payer le prix, on me traite de voleur. Dans un bâtiment, par exemple, un compagnon est payé 5 francs l'heure. Les charges sociales sur ces 5 francs sont pour la sécurité sociale de 18,20%, accident du travail 5,20%, caisse d'allocation familiale 10,50%, la retraite complémentaire de 40%, la taxe d'apprentissage 0,60%, la médecine du travail 0,30%, la mensualisation de 2%. Le prix de l'heure donc est 14,86. Je précise hors taxe. Hors taxe, parce que vient s'ajouter à ces 14,86 francs cette fameuse TVA, en gros si vous voulez, en démarrant, en donnant aux compagnons ou à l'artisan 5 francs l'heure, nous arrivons à réclamer aux clients 17,50 francs. Ultime défense de l'artisan, le risque que court le particulier en confiant du travail à un clandestin. C'est au donneur d'ouvrage qu'appartiendront les responsabilités en cas d'accident ou de simple maladresse. Et ce monsieur qui s'occupait de réparation de plomberie était connu dans le quartier. Et son PC était le café qui est en bas et tous les gens savaient qu'on pouvait le convoquer pour faire une réparation, une fuite. Vous n'êtes pas sans ignorer que lorsque vous téléphonez ou essayez de joindre un plombier, c'est invraisemblable de temps, c'est des jours, des semaines, tandis que ce monsieur était à notre entière disposition. Il travaillait pour un prix raisonnable. Il est venu chez nous à la suite d'une fuite dans les douches. Et avec sa lampe à souder, maladroitement, la lampe est tombée, il ne s'en est pas aperçu et il a mis le feu entièrement dans l'appartement. Et quelle a été la perte pour vous? Eh bien, à dire d'experts, il y en avait à peu près pour 70 millions, étant donné que j'avais quelques tableaux de valeur, des tapis, des livres, etc. L'ouvrier dans cette affaire n'a pas été blessé, heureusement pour le donneur d'ouvrage. Pourtant, pour certains, le travail noir est un mal nécessaire. Il permet de contenir les prix, il autorise la réalisation de travaux qui sans cela n'auraient jamais été exécutés, il garantit une certaine paix sociale. Pour d'autres, il coûte très cher à la collectivité. Le travailleur clandestin ne cotise pas, fait une concurrence déloyale et fausse le jeu économique. Dans les usines, le lundi, il y a beaucoup d'absents. Les clandestins achèvent ce jour les travaux commencés pendant le week-end. Le mardi, ils ont les bras cassés et ne travaillent guère. Aujourd'hui, le travail noir constitue un véritable marché parallèle de l'emploi auquel adhèrent toutes les corporations organisées. Ouvriers du bâtiment sans doute, mineurs, mais aussi fonctionnaires, agents de police, pompiers, agriculteurs. Pour tous, il s'agit d'améliorer l'ordinaire en échappant aux charges sociales. Il s'agit aussi de nourrir la satisfaction qu'éprouve tout Français à côtoyer l'illégalité. Les problèmes de l'ORTF, le conseil d'administration de l'ORTF s'est réuni hier soir, pratiquement une semaine après la démission de son président, M. Pierre Deleuze. Je cite le communiqué qui a été publié hier soir. Dans la situation d'attente qui découle de la mission confiée par le Premier ministre à M. Philippe Malot, secrétaire d'État chargé de la fonction publique, le conseil d'administration attaché au monopole et soucieux d'assurer la continuité du service public a confié à son vice-président élu, M. Georges Cosmanière, l'intérim de sa présidence. Social, Air France, le conflit continue. L'Assemblée générale des grévistes réunie ce matin à Orly a décidé de poursuivre la grève commencée il y a 3 jours, donc des perturbations à attendre et à redouter. Aux nouvelles galeries de Metz, l'ordre de grève de 24 heures lancé par la CGT est bien suivi, c'est-à-dire que le magasin est ouvert ce matin, mais il y a assez peu de personnel. C'est une grève de solidarité avec les vendeuses des nouvelles galeries de Thionville, un grand magasin traditionnel. Le tiers des vendeuses est en grève depuis bientôt 5 semaines, surtout, et c'est ce qui est assez original, pour obtenir une amélioration des conditions de travail. Sur place, Christian Guy pour nous. Une grève de plus d'1 mois dans le PIO, ça s'était déjà vu du côté des mineurs et des métallurgistes, mais pas dans un magasin, et encore moins menée par des femmes, très jeunes pour la plupart, et plus habituées à vendre de la layette et du parfum qu'aux manifestations et à la lutte syndicale. Pourtant, ce n'est pas l'aspect le plus étonnant de ce conflit. Dans les négociations qui ont eu lieu avec la direction, sans résultat jusqu'ici, les revendications de salaire sont bien sûr importantes, mais ce ne sont pas les seules, et les plus gros griefs des grévistes concernent surtout leurs conditions de travail. Et ça, c'est le couplet qui a été fait lorsque
travailler dans un dépôt, c'est très sale. Il y a du ciment par terre, alors c'est de la poussière, putain. Et alors l'hiver, nous avons en général souvent 12 degrés ou 13 degrés, il n'y a pas de chauffage. Moi, il m'est arrivé plusieurs fois des accidents. C'est-à-dire la dernière fois, j'ai eu la remorque sur le pied et il n'y a rien pour nous soigner. Moi, avec quoi on m'a soigné, on m'a juste mis un bout de sparadrap et pourtant ça saignait beaucoup. Il faut dire aussi beaucoup des femmes enceintes et tout. Elles n'ont même pas le droit de s'asseoir, rien du tout. Elles sont 8 heures par jour debout, il faut les comprendre aussi. On va à peine 2 minutes aux toilettes, qu'on vient déjà nous chercher. Ce n'est vraiment pas une vie, quoi. Côté salaire, la direction propose aux vendeuses 10 francs d'augmentation par mois. Impossible de faire plus, dit le patron. L'implantation à Metz et Thionville, de nouveaux magasins à grande surface, nous place dans une situation difficile. Quant aux conditions de travail, nous ne comprenons pas. Elles sont les mêmes chez nous que dans tous les magasins de France. Je connais au travers des revendications que j'ai pu recevoir, celle qui consiste à dire qu'il y a qu'elles éprouveraient des difficultés à se rendre par exemple aux toilettes. Bon, ben, j'en suis le premier surpris parce que quelle est l'entreprise et pourquoi serions-nous l'entreprise qui interdise aux gens de se rendre aux toilettes? Et en ce qui concerne le climat général dans lequel les gens travaillent, c'est-à-dire, disons tout bêtement, la discipline. La discipline existe, il est évident. On ne peut pas concevoir d'entreprise sans discipline, sans un certain nombre de règles. Elles ne sont pas draconiennes, comme on peut le prétendre. Elles sont relativement souples. Et je suis fortement surpris que des revendications de cette nature surviennent pour une première fois, alors qu'en Lorraine, nous sommes implantés depuis 8 ans. Après 5 semaines de manifestations, après un affrontement assez dur samedi dernier avec la police, après des occupations sporadiques du magasin, de jour comme de nuit, le conflit est toujours au point mort. Et les petites vendeuses de Thionville commencent à se sentir un peu isolées. Mais disent-elles, pas question d'arrêter la grève, nous avons été trop loin, nous irons jusqu'au bout. Ce matin, elles ont reçu le soutien du magasin de Metz, qui s'est mis en grève pour 24 heures. Et puis, face à une situation qui semble bien bloquée ici sur place, elles ont décidé de monter à Paris mardi prochain pour discuter directement avec la direction générale. La crise du monde ouvrier et des rapports sociaux, le trouble des sociétés contemporaines industrielles devant les guerres, la lutte pour l'indépendance ou les progrès excessifs de la science, c'est ce que le jury du Festival de Cannes a récompensé en couronnant, comme vous le savez, l'audacieux cinéma italien, les films venus de l'Est et d'outre-Atlantique. On saura assez vite si le public français ratifie ses choix du Festival de Cannes. Mario Benat pour nous. Non, 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 non. Altesse, vous pouvez avancer un tout petit peu. Non, sauf flash. Monsieur Hitchcock, s'il vous plaît. Monsieur Hitchcock, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Très clair. Altesse, vous pouvez avancer un tout petit peu. Paolo, Paolo, Soyez stoïque, hein. Vous me direz lequel parce que vous me direz lequel vous voulez que je vous garde. Le plus grand. Le plus beau. Oui, oui. Bon. Et je le cache pour moi et les autres, je donne ce qui reste. Pour un grand prix du Festival de Cannes, on ne pouvait demander qu'à quelqu'un de très important de venir avec nous. Et voici Monsieur Alfred Hitchcock. Grand
Grand Prix international du Festival de Cannes 1972. Le jury a tenu à récompenser 2 réalisateurs pour l'ensemble de leur œuvre et souligne la qualité exceptionnelle de l'interprétation de Gian Maria Volonté. Ex aequo, à l'unanimité, l'affaire Mattei de Francesco Rosi. Et la classe ouvrière va au paradis de Elio Petri, Italie. Ainsi, une fois de plus, le cinéma français sort grand perdant de la compétition cannoise, même si le prix d'interprétation accordé à Jean-Yann met quelques baumes sur une blessure d'amour-propre. Comment expliquer cela? Constatons d'abord que les 2 grands prix attribués ex aequo à l'affaire Mattei et La classe ouvrière va au paradis couronnent 2 œuvres, celle de Rosi et celle de Petri, qui sont profondément marquées par notre temps et qui expriment les problèmes fondamentaux de notre époque, à savoir la difficile conciliation de l'autorité de la démocratie dans l'affaire Mattei, la condition ouvrière dans La classe ouvrière va au paradis. En face, qu'offrons-nous? Des films intimistes qui se bornent à narrer les déchirements du couple. Pour pouvoir atteindre le grand public, les cinéastes français pensent qu'il convient de faire commercial. Or, il n'est pas nécessairement prouvé qu'un film commercial soit un film qui refuse d'être ambitieux. Il faut donc que les auteurs aient du courage et que les producteurs en France comprennent que leur intérêt va souvent de pair avec les grands sujets. De la sorte, peut-être le cinéma français, dont on a évoqué récemment sur cette antenne la crise actuelle, pourra-t-il sortir de l'ornière. Ici Cannes, information première. La reine Elisabeth a retrouvé le sol britannique. Du Britannia qui descendait la Seine, la reine a adressé au président de la République, M. Pompidou, un message d'amitié. Un nouveau chapitre plein de promesses, écrit-elle, s'ouvre dans la longue histoire de nos 2 pays. Le président et Mme Pompidou passent le week-end de la Pentecôte au fort de Brégançon, en famille et au soleil. Le temps s'est en effet amélioré. Il deviendra dans l'ensemble, et vous le constaterez vous-même, encore plus beau. Richard Nixon, au pays de la musique. Le président américain s'arrête 24 heures à Salzbourg, en Autriche, pas pour écouter un concert de Mozart, il n'en aura pas le temps, mais pour se reposer et revoir une dernière fois les dossiers de la grande confrontation avec Léonid Brejnev. Il attend beaucoup de ces entretiens pour la détente Est-Ouest. M. Brejnev, quant à lui, vient de recevoir carte blanche du comité central du parti de l'URSS pour sa rencontre avec M. Nixon. Pendant ce temps, au Vietnam, Sud-Vietnamiens et Nord-Vietnamiens s'affronteront avec des armes livrées aux uns par les Américains, aux autres par les Soviétiques. Les maquisards et les réguliers du général Dia pourraient déranger la quiétude du sommet du Kremlin. Ils lancent, depuis quelques heures en tout cas, de nouvelles attaques. À Saïgon, face à un président tueux quelque peu isolé, une opinion, une population désabusée et assez difficile, vous allez le voir avec ce reportage de Claude Manuel, assez difficilement mobilisable. 3 jours, nous étions sur le front de Han Loc, 80 km de Saïgon, 1 mois de siège, rien de précis ne s'y dessine, comme d'ailleurs rien ne se dessine depuis quelques jours sur les autres fronts au Sud-Vietnam. Aujourd'hui, nous sommes de retour à Saïgon, devant l'hôtel de ville, et c'est tout de même assez significatif. Nous allons tenter de saisir ce qui se répercute ici véritablement en ville de ce qui se passe sur les différents fronts. Il y a en effet une sorte de mouvement alternatif, orchestré d'ailleurs, entre la situation au front et le désir du gouvernement de maintenir solide l'opinion publique. Comme si la guerre elle-même n'était pas assez dure, assez présente au Vietnam, on a trouvé nécessaire de galvaniser l'opinion en organisant ce qu'il faut bien appeler une sorte de show guerrier, tout de même un peu dérisoire dans un pays en guerre. Alors que sur le terrain, c'est l'accalmie, on essaie de se réorganiser un peu partout, ici, à Saïgon, on transforme volontiers ce statu quo en un véritable début de contre-offensive. Sur le boulevard Nguyen Hue, à Saïgon, du char T-54 soviétique à l'amoncellement d'armes chinoises automatiques, c'est en effet une revue à grand spectacle des prises faites au détriment de l'ennemi que l'on offre à la population de la ville. Mais ce n'est qu'une des faces de la médaille. L'autre face, c'est 6 semaines d'offensive que l'on a subies, 10 000 tués, 500 000 réfugiés au moins. Tout cela
n'a donc rien du dernier combat pour la victoire que promettait le président turc. Et les pleins pouvoirs qu'il vient d'obtenir de l'Assemblée nationale n'améliorent pas son image de marque dans l'opinion, comme l'explique ce député, leader certes de l'opposition, mais aussi analyste calme de la situation. Pratiquement, le président a déjà trop de pouvoir. Et nous essayons de mettre un frein à l'utilisation parfois erronée de ces pouvoirs. Et l'un des reproches que l'on fait au président, c'est qu'il mène une politique personnelle, il reste solitaire, il n'a pas assez de contact avec la population, ni avec les milieux bien informés de l'opinion publique du pays. Est-ce que l'on croit à la possibilité d'une véritable contre-offensive? On pourrait prendre une offensive, mais à quel prix? Et je crois que c'est plutôt pour une question de propagande, une question politique. On vise surtout à supporter le voyage du président Nixon à Moscou. Madagascar, peut-être une révolution avortée. Ceux qui voulaient mettre fin au règne du président Tsiran et changer leur vie en descendant dans la rue et croyaient un moment y être arrivés, se sont peut-être trompés. Le nouveau Premier ministre, le général Ramanantsoa, leur a dit tout à l'heure « Tananarive n'est pas tout le pays, Tsiran est le père et le symbole de l'unité nationale » et d'ailleurs, le président Tsiran reste à la tête de l'État, il l'a confirmé lui-même tout à l'heure, et tous au travail à partir de lundi. Le retour au calme dépend donc de l'accueil qui sera fait à un appel jugé pour le moment plutôt décevant. Le sport, tennis d'abord. Les Français ne sont pas allés très loin en Coupe Davis. Michel Drucker, vous allez me dire que Barthès et Proisy ont pourtant bien joué, mais vraiment les Espagnols étaient les plus forts, je crois. Mais je vais même ajouter que le courage en sport ne représente pas grand-chose en valeur absolue et que ce n'est pas encore cette année que la France va accéder à la phase finale de la Coupe Davis. 2-0 après la première journée, je ne vois pas comment les Français pourraient se qualifier. Barthès s'est bien battu, c'est vrai, 5-7 devant Gimeno, un ancien professionnel comme lui qui est redevenu amateur. Quant à Orantes, il a littéralement balayé Proisy en 3-7, 6-0, 6-3, 6-3. Il faut dire qu'Orantes lui aussi a très bien joué, mais c'est tout de même pas une raison. Le double cet après-midi, Orantes associé à Gisbert contre Barthès-Proisy. Les Français vont essayer maintenant, avec les deux simples de demain, de sauver l'honneur. Football, même si les Marseillais faisaient match nul avec Monaco, je pense qu'ils remporteraient le championnat de France. Oui, oui, avec un point, les Marseillais sont champions de France ce soir, mathématiquement champions de France, mais c'est surtout vers la fin du classement que nous allons nous pencher, car Lille, Monaco, Angoulême se battent pour échapper à la relégation. Pour Monaco et Lille, la dernière chance ce soir, il faut que les deux clubs obtiennent 4 points en 2 matchs, c'est difficile. Quant à Angoulême, c'est maintenant terminé. Je vous rappelle que le Red Star reçoit Nantes ce soir, il faudra donc suivre attentivement les résultats de cette soirée. Vous ne la verrez plus en compétition. Françoise Maki prend sa retraite à 21 ans. Elle abandonne la compétition. Pourquoi, Michel? Oui, Françoise Maki a déclaré qu'elle abandonnait, que c'était irréversible. Elle pense qu'à 21 ans, elle n'est plus assez motivée pour poursuivre une carrière, avec une chance hypothétique d'obtenir une médaille au championnat du monde en 74 ou aux Jeux Olympiques de 76. Alors elle préfère se retirer. Françoise Maki va se reconvertir dans la mode. Elle a toujours skié avec beaucoup d'élégance. C'est un nouveau métier qui lui va bien. Je suis sûr qu'elle le fera avec beaucoup d'élégance et beaucoup de goût. Comme vous le lui avez dit d'ailleurs. Merci Michel Drucker. Bon week-end sportif. Samedi 20 mai, Saint-Bernardin, qui devient franciscain à l'âge de 23 ans, prédicateur et réformateur de l'ordre franciscain, il meurt en 1444. Les touristes français, les touristes étrangers en France à l'occasion de ce week-end de la Pentecôte, vous constaterez vous-même qu'ils sont plus nombreux cette année. Les départs pour la Pentecôte, un peu plus qu'en 1971. Il faut souhaiter que les accidents de voitures pendant ce week-end de la Pentecôte n'atteignent pas les chiffres affreux de l'an dernier, 153 morts et près de 5000 blessés. Alors si vous prenez la route, n'oubliez pas cette image qui est derrière moi. Profitez plutôt du soleil, du bon temps agréable, du repos. Philippe Gildas à 19h45. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.